Bonjour à tous les férus. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. J'ai le plaisir de recevoir un passionné de la Seconde Guerre mondiale. Je vais vous raconter l'histoire du personnage comme dans chaque épisode. Et dans la deuxième partie, ce passionné aura le plaisir de répondre à mes questions et même de vous raconter des choses inédites sur le personnage en question. Mais trêve de bavardage, l'histoire que je vais vous raconter est celle d'un homme qui, durant la Seconde Guerre mondiale, a dû faire des choix. Bien que ses décisions aient parfois été controversées, elles étaient guidées par une passion inébranlable et un rêve ambitieux. Celui de quitter un jour la planète Terre. Je suis Michael et aujourd'hui je te raconte l'histoire de Wernher von Braun. Bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. Wernher Magnus Maximilian Freiherr von Braun est né le 23 mars 1912 à Wierzich, une ville qui faisait partie de la Prusse, mais qui est aujourd'hui située en Pologne. Il est issu d'une famille aristocratique du côté de sa mère, Emmy von Kirchhoff, tandis que son père, Magnus von Braun, était un fonctionnaire prussien de haut rang. À l'âge de ses 3 ans, la famille déménage à Berlin, la capitale de l'Allemagne. Jeune garçon, Wernher montre déjà une grande variété d'intérêts. Il devient un musicien accompli, jouant du piano avec la capacité d'interpréter des pièces de Bach et de Beethoven. Cependant, ce qui va vraiment captiver son imagination, c'est l'astronomie. À l'âge de 13 ans, sa mère lui offre un télescope et dès lors, il passe de nombreuses nuits à observer les étoiles, rêvant un jour d'atteindre la Lune. Mais avant ça, à l'âge de 12 ans, il se fait remarquer par un événement plutôt spectaculaire. Fan de vitesse et de voitures, il décide d'attacher des feux d'artifice à une voiture jouet, qu'il envoie sur une rue très fréquentée de Berlin. Cet acte lui vaut une arrestation par la police, mais il est rapidement relâché en raison de son jeune âge. Cette expérience montre déjà son esprit expérimental et sa passion pour la technologie. Mais à l'école, Wernher n'était pas un élève particulièrement brillant, notamment en mathématiques et en physique, avec des résultats plutôt médiocres. Cependant, en 1929, il y a un livre qui va changer sa vie, Les fusées dans l'espace interplanétaire d'Hermann Oberth, un pionnier de l'astronautique allemande. Cette lecture le replonge dans ses rêves d'exploration spatiale. Afin d'améliorer ses performances scolaires, ses parents décident de l'envoyer dans un internat plus rigoureux, où ses notes commencent à s'améliorer, en particulier en sciences. Finalement, il parvient à obtenir son diplôme d'ingénieur en mécanique, puis un doctorat en physique en 1934, avec une thèse sur les fusées à carburant liquide, marquant le début d'une carrière qui allait changer le cours de l'histoire spatiale. Dans cette même année, von Braun effectue des tests avec la fusée A2. Il réussit à faire atteindre une altitude de 2200 mètres à ses 2 prototypes. En août 1935, son équipe reçoit des fonds massifs de la Luftwaffe, 5 millions de marks, et de l'armée, 6 millions de marks, pour développer un moteur fusée. En 1936, il cherche un emplacement et fait construire une base de lancement de missiles. L'année suivante, toujours en quête de financement pour ses projets, il adhère au parti nazi. Il est nommé directeur technique du centre d'essai de Peenemünde, où il supervise la mise au point de la fusée A4, connue plus tard sous le nom de V2, une arme de représailles. En 1943, face à l'intensification des bombardements alliés, Hitler décide d'utiliser des prisonniers des camps de concentration pour la production massive
des missiles V2. Cette production atteint son apogée avant que la base de Peenemünde ne soit bombardée la même année, causant la mort de 500 prisonniers ainsi que de nombreux collègues de Von Braun. En 1944, Von Braun reçoit la Croix du Mérite de guerre et il est promu par Himmler à plusieurs reprises, tandis que Hitler voit en lui le symbole de l'idéal arien. Plus de 3000 V2 seront tirés entre 1944 et 1945, visant principalement l'Angleterre, la Belgique et les Pays-Bas. Mais Von Braun est de plus en plus sceptique quant à l'impact réel de ces fusées sur l'issue de la guerre. Et le 14 mars 1944, il est arrêté par la Gestapo, accusé de défaitisme et de sabotage, et il passe 2 semaines en prison. Voyant la défaite de l'Allemagne approcher, il envisage de se rendre aux Américains. Cependant, la SS donne l'ordre d'éliminer quiconque envisagerait de fuir vers l'ennemi. Von Braun parvient à échapper à cette menace en se cachant. Le 2 mai 1945, il se rend finalement aux Alliés. Transféré aux États-Unis dans le cadre de l'opération Paperclip, il arrive le 20 septembre 1945. Pendant ses premières années sur le sol américain, il est étroitement surveillé car ses antécédents nazis suscitent la méfiance. Von Braun est installé à Fort Bliss, une base militaire située au Texas, où son rôle consiste à développer des missiles balistiques comme l'A9, dont la portée est estimée entre 3000 et 5500 km, et le missile A10, un missile intercontinental capable de dépasser cette distance. Mais pendant son séjour à Fort Bliss, il se marie en 1947 avec sa cousine germaine Maria von Kirchtop, avec qui il aura 3 enfants. Malgré la distance avec son Allemagne natale, il trouve une certaine stabilité dans sa vie familiale. Au début des années 1950, Von Braun s'implique dans la vulgarisation scientifique. Sa collaboration avec Walt Disney dans une série de documentaires sur l'exploration spatiale fait de lui une figure publique. Les émissions comme Made in Space présentent au public américain l'idée des voyages spatiaux, et Von Braun devient un ambassadeur de la conquête de l'espace. Cette collaboration avec Disney est un tournant dans sa carrière, permettant à ses idées sur les vols spatiaux de gagner en popularité. Par la suite, Von Braun et son équipe sont transférés à Huntsville en Alabama, où il continue à travailler sur le développement de missiles pour l'armée américaine. Il joue un rôle clé dans la conception du missile Redstone, une avancée technologique majeure qui sera utilisée pour plusieurs projets militaires, mais aussi pour lancer le premier satellite américain, Explorer 1, en 1958. Ces travaux à Huntsville sont essentiels à la course à l'espace qui commence à se dessiner. Après son travail sur les missiles avec l'armée américaine, Wernher von Braun devient une figure clé dans le développement spatial des États-Unis. En 1958, avec la création de la NASA, il est nommé directeur du centre de vol spatial Marshall, où il dirige l'équipe responsable de la conception des fusées Saturne. Ces fusées sont au cœur du programme Apollo, qui vise à envoyer des hommes sur la Lune. Von Braun et son équipe développent la Saturn V, une fusée géante capable de transporter des astronautes américains au-delà de l'orbite terrestre. Mais le couronnement de sa carrière a lieu le 20 juillet 1969, lorsque la mission Apollo 11 pose le premier homme sur la Lune. C'est une réalisation majeure pour Von Braun, qui a poursuivi ce rêve toute sa vie. Depuis ses premières aspirations à l'exploration spatiale, il devient alors un héros national aux États-Unis, bien que son passé en Allemagne continue à susciter des controverses. Cependant, après les premiers succès d'Apollo,
la priorité nationale des États-Unis commence à se tourner vers d'autres projets et le financement pour de nouvelles missions vers la Lune diminue. Von Braun, malgré ses efforts pour promouvoir de nouvelles missions spatiales, se retrouve progressivement mis de côté au sein de la NASA. En 1972, il quitte l'agence spatiale. Après son départ de la NASA, il travaille pour la société Fairchild Industries dans le domaine de l'aérospatial, mais sa santé commence à se détériorer. En 1976, il est diagnostiqué avec un cancer du rein. Malgré plusieurs opérations, il meurt le 16 juin 1977 à l'âge de 65 ans à Alexandria, en Virginie. Et voilà, nous sommes à la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Et comme promis, je vous ai dit que c'était un épisode spécial et que nous recevons un passionné de la Seconde Guerre mondiale. Et je vous présente Rudolf. Bonjour Rudolf. Bonjour, Je te laisse te présenter un peu aux auditeurs. avec plaisir. Je me présente, je m'appelle Rodolphe, je suis un Normand fier et conquérant et je suis également un passionné d'histoire. Je suis avant tout assez spécialisé dans le domaine de la Seconde Guerre mondiale, même si je m'intéresse à beaucoup d'autres périodes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager un sujet commun avec mon hôte. Le personnage qu'on a pris ensemble, c'est un peu toi qui l'as choisi. C'est le but de l'émission aussi. Quand je fais intervenir des passionnés, c'est eux qui choisissent leur personnage. Donc moi, je la raconte et puis toi, tu viens embellir le tableau. La première question que je te poserai, c'est qu'as-tu pensé de cette histoire? Touche-t-elle à la vérité? Concernant Von Braun, elle touche énormément à la vérité, mais disons que c'est un personnage qui est encore entouré de mystères. Il y a encore une certaine controverse à son sujet et on ne connaît pas réellement toute la vérité. Alors, j'ai fait écouter cet épisode à certains auditeurs, à certains férus d'histoire et fidèles auditeurs du podcast Raconte-moi son histoire. Ils ont eu l'occasion de l'écouter en avant-première. Et je leur ai demandé s'ils avaient des questions. Et effectivement, oui, ils avaient beaucoup de questions. Et j'en ai retenu quelques-unes. Et la première est: qu'est-ce qui l'a motivé à partir aux États-Unis et à trahir son pays? Et correspondait-il au régime nazi? Alors, pour commencer, il n'a pas trahi son pays et il n'a pas fui aux États-Unis. Il a été fait prisonnier d'abord par les services militaires de l'armée américaine et il a regagné les États-Unis car il a été l'objet d'une récupération de la part justement de l'armée américaine. Lui ainsi qu'un certain nombre de scientifiques, de savants et de techniciens et d'ingénieurs allemands. Euh, il n'a pas du tout trahi son pays, il a tout simplement été recruté. Est-ce qu'il correspondait-il au régime nazi? Absolument pas. Parce que quand on regarde bien, Werner von Braun intègre les rangs du parti nazi en 1937. Alors, ce qui est assez tard, vu que Hitler est arrivé au pouvoir en 1933, et von Braun n'est pas du tout ce qu'on peut appeler un nazi convaincu. C'est pas du tout le cas, comme on a pu le voir, comme je viens de te le dire, il a intégré le parti nazi assez tard, et comme tu le sais, il va rejoindre les rangs de la SS encore plus tard. Donc, il n'a rien d'un nazi de la première heure. Et en plus, quand on connaît le personnage, on sait qu'il n'a pas rejoint le Parti national-socialiste par idéologie, mais plus par opportunisme. En effet, depuis début des années 30, Von Braun menait ses recherches dans la recherche justement dans le domaine de l'aérospatial, notamment des fusées. Au début, c'était l'armée allemande qui finançait ses recherches, vu qu'elle était intéressée par son domaine, mais en réalité, il va très vite comprendre que c'est en rejoignant le nouveau régime qu'il va pouvoir bénéficier du fonds et du soutien nécessaire. C'est l'Allemagne d'Hitler, comme tous les régimes totalitaires, favorise les membres du parti au pouvoir.
C'est pas plus facile que ça. De toute façon, au début de l'histoire, je le dis qu'il rejoint l'armée et qu'après le régime, sachant qu'ils sont beaucoup plus riches, viennent lui proposer une énorme somme. Et il y a une autre question aussi que les auditeurs m'ont posée, enfin qui m'ont dit, c'est quels étaient les intérêts de Walt Disney dans l'aventure spatiale? Bah, l'objectif était double. Déjà, ça faisait une très bonne publicité et donc un gain financier assez important. Et surtout, c'était une certaine innovation parce que le domaine aérospatial, au début des années 40, personne n'en a entendu parler. Et c'est qu'à partir des années 50, notamment dans le contexte de la guerre froide, que le domaine va vraiment intéresser un plus large public. Premièrement, et secondement, politique. La seconde raison, elle est tout bonnement politique. En effet, c'est la guerre froide à ce moment-là, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest s'affrontent indirectement, et la propagande joue énormément dans ce nouveau conflit. D'ailleurs, il est assez intéressant de noter que au début des années 50, les Américains ont été assez surpris de voir que les Soviétiques n'étaient pas si en retard que ça, que même ils étaient sacrément en avance dans le domaine technologique, notamment le domaine des fusées. Sputnik en a fait effrayer plus d'un. Ok, super, intéressant, intéressant. Et c'est vrai que pendant la Seconde Guerre mondiale, Hitler parlait, il avait une idéologie, la race aryenne. Mais c'est quoi la race aryenne exactement? Bah, la race aryenne, c'est rien de plus qu'une qu'une fantaisie. Il faut être honnête là-dessus. Alors, la fameuse théorie de la race supérieure aryenne, elle date pas des nazis, elle date bien d'avant eux, mais c'est ces cinglés-là qui vont pousser l'idée à fond. Le truc, c'est que la race aryenne est une supposée race issue des peuples nordiques, supposée être composée d'hommes supérieurs en tout point. Et on parle souvent des grands Aryens blonds, grands, yeux bleus, sveltiques, et pour les nazis, c'est un magnifique outil de propagande de désigner le peuple germain comme les successeurs de la race aryenne. Euh, mais bon, il est important de noter une chose. C'est pas Hitler qui va mettre le plus en avant les folies de la théorie de la race aryenne. Non, cette folie, on la doit surtout à deux hommes. À Himmler, déjà Heinrich Himmler, Reichsführer SS, le chef tout-puissant de la SS, qui est obsédé par le concept de la race et qui en plus voulait créer sa propre religion, basée justement sur l'idée de la race supérieure. Il ira très loin pour ça, pour prouver ces folles hypothèses. Et le second, c'est Alfred Rosenberg, l'idéologue du parti nazi, et il sera l'un des grands inspirateurs de la fameuse Shoah. Il a été membre, ça par contre c'est quelque chose dont on mentionne très peu, il a été membre d'une organisation secrète, comme beaucoup de nationaux-socialistes, il a été membre de la société dite de Thulé. Thulé, c'est une référence directe au lieu d'origine, le lieu natal de la fameuse race aryenne. Et cette société de Thulé cherchait à promouvoir cette idée justement de la race supérieure, thèse qui seront reprises par Rosenberg et directement ensuite repris par le parti nazi. Mais comme je te l'ai dit, c'est avant tout une folie, c'est de la fantaisie venant de fanatiques cherchant à assouvir leurs propres désirs, leurs propres obsessions. Voilà, c'est pas, il n'y a rien de plus que ça. Tu viens de mentionner Himmler, le chef de la SS et tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur lui un petit peu? Comment était-il? Himmler, il fait partie, si tu veux, de ce qu'on pourrait appeler le cercle d'hypocrites. Alors ce cercle-là, je l'ai un peu inventé, on va dire, dans le sens où un grand nombre, voire tous les dignitaires nazis,
ont cherché à instaurer, à imposer leur concept de ce qu'était la race. Comme je te l'ai dit à l'instant, pour les nazis, la race aryenne, c'est avant tout des grands blonds aux yeux bleus sveltiques, la fameuse race supérieure. Mais ni Himmler, ni aucun dirigeant du parti nazi ne correspond justement à ces critères. Bon, peut-être à part Heydrich, et encore, question pureté, on repassera. Mais pour les autres, c'est niet. Tu regardes Himmler, c'est un petit homme à lunettes, éleveur de poulets. Il y a Goebbels, alors lui, pareil, il est petit, en plus il souffre d'un handicap au niveau du pied. Tu avais Hermann Göring, alors lui, c'est le summum du grotesque, parce il était obèse, et en plus il était drogué. Alors, elle est belle, la race supérieure. Et enfin, on peut passer à la caste supérieure, Hitler, qui lui était issu d'un mariage consanguin, et en plus, on ne connaissait absolument pas le plus profond de ses origines, car il ne connaissait pas ses 4 grands-parents. Alors, elle est belle, la fameuse race supérieure que certains ont voulu instaurer. Et encore, je pourrais te citer toute la clique, mais là, on est déjà bien avancé. Ouais, je pense qu'on est plutôt pas mal bien avancé. Je trouve que tu nous as fait un bon schéma. Et même Von Braun, justement, en revenant au personnage principal, Von Braun, n'était pas, n'était pas athlétique, n'était pas blond même, je crois. Non, il était brun et Von Braun, non seulement il correspondait pas purement à l'idée de la race supérieure, mais en plus il ne s'y intéressait pas. Oui. Euh, Sur- sur- il en Sa avait que seule idée, faire. sa seule Ah idée à bah, lui, c'était vraiment les fusées et partir loin, loin, ah loin, oui, la découvrir seule chose qui l'univers. l'intéressait, c'était l'aérospatial. Il était Ah oui, obsédé à l'idée d'envoyer quelqu'un sur la Lune. C'était vraiment oui. son obsession. Donc, ouais, c'était. C'est... Et toi, tu pourrais nous dire quoi en plus sur Von Braun que je n'ai pas cité, développé qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Von Braun, c'est pas, alors comme je te l'ai dit, c'est pas un nazi convaincu. Et on peut citer l'exemple lequel il n'a pas adhéré aux nazis très tôt, et surtout, il n'est pas engagé politiquement. Il ne participe pas à de manifestations du parti. Quand il rentre dans la SS en 1940, donc assez tard, il met très rarement l'uniforme. L'uniforme de la SS, il la porte vraiment très rarement, peut-être en cas de visite exceptionnelle de Himmler, mais lui, il est plus intéressé par ses propres ambitions niveau technologique des fusées. Mais concernant le personnage, il n'est pas facile, si tu veux, à décrire mentalement. On peut pas, si tu veux, dire aujourd'hui ce qu'il pensait exactement, envers quoi étaient tournées ses idées politiques et autres. Car, comme je te l'ai dit, il n'a jamais participé à de manifestations politiques. Hmm. Lui, il cherchait vraiment à faire sa petite vie dans son coin. Mais concernant son cercle intime, on va dire, niveau famille, d'après ce qu'on a pu apprendre après la guerre, c'est que Von Braun n'était pas quelqu'un de très lié à sa famille, mais il n'en était pas détaché pour autant. Par contre, on peut souligner qu'il est assez patriote, il aime l'Allemagne, mais ce n'est pas un fanatique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il repart en Allemagne se marier avec sa cousine, justement, et avec qui il aura 3 enfants. En effet, et ses enfants, il les aura assez tard, on va dire, car bon, le contexte des années 30 et 40 lui donne pas vraiment l'occasion de fonder une famille. Enfin, pas d'être un père dévoué, on va dire, ni même un mari dévoué. Je pense que c'est quelqu'un qui était vraiment à fond dans le travail. Et puis, j'ai quelque chose qui me vient en tête. Nous savons qu'il a fait envoyer bon, plus de 3000 missiles V2 à Londres, en Belgique, aux Pays-Bas. Et est-ce qu'on a des traces de comment il a ressenti tout ça après la guerre? Est-ce qu'il s'en est voulu ou pas? Est-ce qu'il pense avoir été utilisé par justement le régime nazi? Était-il menacé? Alors, c'est très bien que tu poses cette question, car maintenant, on va mettre les choses au clair. Von Braun, lui,
était avant tout un ingénieur civil, un scientifique civil. Il ne voulait pas à la base que ces fusées servent à des fins militaires. Mais comme on l'a vu au début, il avait besoin d'un soutien pour financer ses recherches et surtout pour lui fournir le matériel et la main-d'œuvre nécessaires pour produire ces fusées. Il est le développeur des fusées V2, mais il n'en est pas le producteur. Ça, c'est important de souligner la différence. Il a développé les fusées V2, mais le principal producteur de ce programme d'armement, c'était au début le général Walter Dunberger, un général de la Wehrmacht, mais suite à une petite magouille, on va dire, c'est en 1944 Hans Kammler, un ingénieur mais également général SS, qui va reprendre en main la production des V2. Et on se rend compte que Van Braun et Kammler ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde. En effet, Van Braun va se plaindre à de nombreuses reprises de la qualité de ses fusées. Car, bon, je crois que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Les conditions auxquelles sont soumis les ouvriers pour produire les V2 sont des plus déplorables. Quand ils sont pas tués par les gardiens, ils sont victimes de malnutrition et de maladies ainsi que des mauvais traitements. Alors, c'est pas facile de produire du matériel de bonne qualité. D'ailleurs, Van Braun va s'en plaindre plus d'une fois. Une chose importante de souligner, Von Braun a déclaré qu'il n'était pas au courant au début des conditions auxquelles vivaient ses ouvriers. C'est faux, c'est entièrement faux. Pour moi, il était parfaitement au courant des conditions auxquelles étaient livrés les travailleurs. Déjà, parce que, bon, à Peenemünde, c'était déjà pas la joie, mais en plus, quand en 1944, les fusées vont être développées dans un camp de concentration, donc un petit camp de travail, mais cruellement connu, Von Braun doit être au courant des conditions auxquelles vivent ces ouvriers. Il le sait. Dora, c'est quand même pas un grand camp comme Dachau, mais c'est un camp relativement petit et tout se sait dans ce genre de camp. Bien sûr, oui, c'est sûr, parce que il travaillait dedans et avec eux, donc forcément qu'il les voyait au quotidien, je pense. Bah, bien sûr que oui, bien sûr que oui. C'est dire qu'il a vu, enfin, dire qu'il n'était pas au courant, je te rejoins, je pense qu'il était au courant. Et sur son histoire, on voit que dans sa jeunesse, il était déjà passionné par la Lune, quoi, je veux dire. Et sa mère lui offre son premier télescope. Et puis, et c'est ça qui va vraiment lui donner l'envie d'aller plus loin encore dans cette voie-là, en fait. Et, Tout à fait, c'est un passionné. oui, et les livres qu'il récupère aussi, enfin, qu'il récupère, qu'il achète, parce que c'était un étudiant médiocre. Hein, il faut dire les choses, il était étudiant médiocre Ah oui, jusqu'à ce oui, que sa oui. passion lui prenne le dessus. Von Braun est le parfait exemple du type qui n'a pas besoin de grands diplômes pour aboutir à de grandes œuvres. Aujourd'hui, on nous rabat les oreilles comme quoi il faut de grands diplômes pour aller loin dans la vie, mais on se rend compte qu'un certain nombre de personnages historiques n'ont pas eu besoin d'avoir le bac plus 5 pour aboutir à de réels résultats. Von Braun en est la preuve. Ah oui, oui, il y en a tellement, il y en a tellement. Et il y a une petite question aussi que je me pose, bon, c'est plus sur pourquoi il a été mis de côté par la NASA alors qu'il avait réussi à les envoyer sur la Lune, enfin. Et par rapport à quel nouveau projet il a été mis de côté, en fait. Tout simplement parce que quand les Américains ont envoyé leur premier homme sur la Lune, bon, ils ont compris qu'ils avaient fait une percée scientifique majeure, mais ce qu'ils veulent avant tout, toujours dans le cadre de la guerre froide, c'est de perfectionner leurs armes et c'est d'améliorer leur programme d'armement. Envoyer une fusée sur la Lune, c'est bien, mais militairement, ça apporte pas grand-chose. Et Van Braun, lui, de base, ne voulait pas construire de fusées à des fins militaires. Son but était purement civil, à la base. Je dis bien à la base. Ouais, parce que même aux États-Unis, il a quand même fabriqué des missiles balistiques qui allaient Ah oui, tout à fait. intercontinentalement. Donc,
il a participé quand même à cette guerre, en quelque sorte. Même s'il ne l'a pas Oh voulu, il ben, a quand même pris part. il y a participé directement. Il a été en première ligne. Sans son savoir ainsi que du savoir de ses collègues, beaucoup de pays auraient eu des années de retard, hein. Et l'armée américaine était très intéressée par les talents de Von Braun, mais leur priorité, c'était de développer des armes perfectionnées, capables d'atteindre des vitesses et des distances absolument remarquables, et de battre surtout leurs rivaux du bloc de l'Est. C'était ça la priorité. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et une petite question, pourquoi les États-Unis ont récupéré les scientifiques allemands sans forcément les punir? Parce que, pour deux raisons. Premièrement, pour rattraper leur retard niveau technologique, on l'a déjà dit et redit, mais surtout, bah, quand les politiques se mêlent, on se rend compte que les principes sont mis de côté pour laisser place aux intérêts. Et c'était justement dans l'intérêt des Américains de récupérer le savoir-faire allemand, parce que les Allemands ont mis au point non seulement les fusées, mais ils ont mis au point également des armes très sophistiquées, notamment leur dernier sous-marin électrique dernier cri, mais aussi les fameux avions à réaction. Tout ça, ça a été récupéré par les vainqueurs, pas seulement par les Américains. Les Russes se sont pas privés, comme la France, comme l'Angleterre. Beaucoup ont voulu récupérer leur part de gâteau. Et la meilleure part, c'était justement le savoir scientifique allemand. Mais il est vachement intéressant, ce mec, quand même. Parce qu'on peut pas. On pourrait lui en vouloir en disant, mais il a participé, il a fait tuer une tonne de monde, mais il a fait aussi avancer la technologie mondiale qui nous a permis aujourd'hui d'être là où nous sommes. Et on ne sait pas vraiment dans quelle position on pourrait se positionner face à cet homme-là, en fait. Il n'a jamais donné d'ordre d'exécution. Déjà, c'est ce qu'il faut savoir. C'est ce qui pourrait le défendre. C'est ce qui peut le défendre. Il n'a jamais signé un seul ordre d'exécution. Alors, faut savoir quand il est entré dans la SS, le grade maximum qu'il a atteint était celui de Sturmbannführer, c'est-à-dire l'équivalent de commandant. Alors c'est un grade assez important, mais c'est pas non plus un haut gradé de la SS. Et surtout, comme je te l'ai dit, s'il est entré dans la SS, c'est avant tout par opportunisme. La SS est connue aujourd'hui, elle est mondialement connue, c'est une organisation d'État dans l'État. Et c'était l'organisation surtout qui avait une rivalité avec l'armée allemande, avec l'armée régulière, et elle, qui était devenue extrêmement puissante, a voulu fournir à Von Braun les moyens nécessaires pour développer son programme et ensuite en récupérer tout le mérite. Car Himmler, c'est pas privé, magouilleur et mafieux comme il a et assoiffé de pouvoir, il a absolument récupéré tout ce qui pouvait l'être pour servir ses seuls intérêts. Attention, c'est pas du tout pour servir le parti nazi, c'était pour servir ses propres intérêts. C'est vrai que moi, quand je suis rentré un peu dans son histoire, que j'ai fouillé un peu sa vie, que ce soit sur les sites de la NASA, que ce soit un peu à droite, un peu à gauche, sur Internet, on découvre beaucoup de choses. Et, et, et sur cet homme, on pourrait en raconter, mais tellement, c'est dingue. Et On peut en effet en raconter beaucoup, mais surtout un truc qui est historiquement intéressant, c'est que c'est un homme qui fait l'objet d'une sérieuse controverse. Encore aujourd'hui, de nombreux historiens débattent sur sa personnalité, sur ce qu'il était vraiment. Alors, tu as des historiens qui racontent que c'était un nazi fanatique, ce qui est absolument faux, et tu en as d'autres qui veulent faire plutôt de lui un nazi modéré, on va dire. Mais on l'a très bien vu dans quel contexte il est rentré là-dedans. D'ailleurs, je souligne encore une fois qu'il a certes développé les fusées, mais ce n'est pas lui qui a géré la production. donc c'est plus... lui, il a juste amené les plans. Il a amené les Il a emmené plans, et les puis bases. après, voilà, il a amené les bases, les plans, et il y a eu les exécutants, donc ben, malheureusement, ben, les gens qui étaient dans les camps, et puis certains scientifiques qui étaient aussi au-dessus. C'est un peu ça.
Ah oui, ça c'est sûr. Ça, il y a beaucoup de scientifiques aux côtés de Van Braun qui, eux, étaient des nazis convaincus et se ne sont pas privés pour servir d'esclaves. Ça, c'est une réalité. Mais pour le cas de Van Braun, c'est encore un sujet à débattre. On ne sait pas encore aujourd'hui qui était personnellement Van Braun. C'était un homme mystérieux. Mystérieux, bon, il était pas mystique non plus, mais disons il avait une personnalité assez difficile à cerner, on va dire. Euh, Comme la fameuse histoire quand il était au camp de concentration de Dora, est-ce que oui ou non il était au courant des conditions des détenus? Je suis persuadé que oui, il pouvait pas ne pas l'être au courant. Qu'il n'ait pas soutenu ça je veux bien l'admettre totalement, mais de là à dire qu'il n'était pas au courant, ça paraît gros. Et si tu avais un dernier mot à dire sur Van Braun, qu'est-ce que t'inspire ce personnage? Parce que c'est toi qui m'a envoyé justement ce sujet-là. Tu m'as dit, je t'ai dit, moi, il me faut quelqu'un qui soit pas forcément connu du grand public, comme dans mon podcast, qui soit un peu inspirant. Et puis tu m'as dit Van Braun. Je dis, ok, qu'est-ce qui t'a inspiré ce personnage? Déjà, il y a ce fameux côté énigmatique sur savoir qui il était réellement. C'est ça qui m'a intéressé en premier chez lui. Et il faut le reconnaître, malgré son parcours, il a été directement responsable de grandes avancées technologiques. Sans son savoir-faire, le programme de recherche des fusées aurait certainement pris des années, voire des décennies en plus. Von Braun a joué un rôle considérable dans le domaine de l'aérospatiale. Et qu'on le veuille ou non, il a acquis cette expérience, ce savoir, par un procédé plus que discutable, certes, mais qui s'est révélé payant. Attention, je ne cautionne pas ce qui s'est passé à Pennymoon ainsi qu'à Dora. Mais, mais il est important de souligner que c'est cet ensemble qui a permis à Von Braun de faire ce qu'il a accompli. Même si je pense, personnellement, mais ça c'est qu'un avis, je pense qu'il aurait préféré que ça se passe dans un autre contexte. D'ailleurs, comme tu l'as souligné, pour rappeler qu'il n'était pas un nazi convaincu, il a eu des problèmes avec la Gestapo. Pour arriver à se faire enfermer par ces gens-là, c'est vraiment qu'il n'était pas le nazi convaincu que certains veulent faire croire. Alors qu'il était adoré d'Hitler et de tout son entourage, on va dire. Hein. Il était adoré parce qu'il avait réussi des choses, et puis finalement, il se retourne un peu contre lui parce qu'il voit aussi le fait que l'Allemagne va perdre et qu'il ne veut pas se faire tuer, peut-être aussi. Il voit une question d'opportunité aussi de se faufiler du côté des États-Unis, parce qu'il y pensait déjà bien avant d'aller se cacher dans les grottes et dans la station de ski, dans les stations de ski. Oh, il savait qu'il allait être récupéré, ça c'était quasi sûr et certain. Le programme de récupération du savoir allemand date pas de 1945. T'inquiète pas que bien avant Pearl Harbor en 41, les Américains avaient déjà leur petite idée de comment récupérer tout ce savoir-là. Mais pour en revenir à Von Braun, euh, il avait compris certes en 44, comme beaucoup, que l'Allemagne avait perdu, était sur le point de perdre, et que Hitler allait précipiter le pays vers le néant. D'ailleurs, c'est assez ironique à dire, c'est Hitler lui-même qui a provoqué sa propre chute. Parce que au moment où ces scientifiques, ces généraux, lui ont apporté des armes et des solutions qui auraient pu améliorer la situation, Hitler a tout foutu en l'air en se mêlant de ce qu'il ne connaît absolument pas, comme l'utilisation de ces nouvelles armes. Le fameux programme Van der Waffen, les armes miracles, aurait pu changer le cours de la guerre si Hitler ne s'en était pas mêlé. Euh, pour les V2, par exemple, vu que c'est le sujet, Hitler a pris les choses en main lui-même. Il avait ordonné la construction d'une gigantesque base de lancement et de production de fusées, la fameuse base de la Coupole, dans le nord de la France. Cette base devait produire et lancer des fusées V2 en direction de l'Angleterre de façon continue, alors que les généraux allemands, eux, voulaient utiliser de façon plus discrète ces fusées. Hitler n'en a fait qu'à sa tête, il a ordonné la construction de la base, finalement, elle n'a jamais servi.
Premier exemple, et deuxième exemple, lorsque les avions à réaction allemands étaient en développement et sur le point de devenir opérationnels, Hitler s'en est encore une fois mêlé. Il a dit « Non, 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 votre chasseur à réaction, le ME-262, je ne veux pas qu'il soit un simple chasseur, je veux qu'il devienne un bombardier. Et il doit transporter 500 kilos de bombes. » Ça a ralenti le programme de développement de ces avions d'une année entière. Alors tu vises pas toi, si toutes ces armes avaient pu être entrées en action une année plus tôt, ça aurait pu avoir de graves conséquences. Et c'est Hitler lui-même qui a tout foutu en l'air. Mais, mais en revenant sur la Gestapo qui voulait arrêter justement Von Braun, parce que il était considéré un peu comme un traître par la SS, un peu. Pas pour l'Allemagne, mais Défaitiste. oui, exactement, défaitiste et sabotage. En plus, je le dis dans l'histoire, défaitiste et Hmm. sabotage. On l'a accusé faussement de tentative ou de pensée saboteur, ce qui est absolument faux. Mais par contre, c'est vrai qu'il a tenu publiquement des propos assez défaitistes en reconnaissant que l'Allemagne allait perdre la guerre. C'est uniquement pour ça qu'on l'a arrêté pendant quelque temps. Il suffisait que tu tiennes le moindre propos défaitiste, même pour un gradé SS, et c'est la Gestapo qui te tombait dessus. Et comme tu le sais très bien, la Gestapo était présente absolument partout. Et dès l'instant où Van Braun a prononcé ces phrases, dans l'heure qui s'est suivie, elle était au courant. Donc, il n'a pas fallu grand-chose. Et puis il a été arrêté. Il a été arrêté et il a été mis au cachot pendant 2 semaines. Oui, voilà, il a été enfermé, mais étant donné que le régime avait besoin de son savoir à tout prix, ils l'ont libéré, et quelques mois plus tard, c'est Hitler qui va lui remettre une décoration. C'est très paradoxal. Ça en dit long ta réponse là. C'est très paradoxal. C'est vrai que. Bon, en tout cas, moi j'ai trouvé ce personnage fascinant et puis je te remercie d'avoir voulu discuter justement de ce personnage parce que ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. C'est quand même quelqu'un qui a marqué l'histoire. Même Ah si oui, ça c'est... les gens aujourd'hui, on demande à une personne, connaissez-vous Von Braun? Non, c'est qui? D'ailleurs, je l'ai fait moi-même. Je fais le test. Quand je fais un personnage, je vais demander aux gens, vous connaissez cette personne? Vous connaissez cette personne? Trois quarts du temps, on me répond non. Donc, et en plus, c'est le but du podcast, c'est de faire revivre un peu ces personnages. Et ce que j'apprécie. Tu veux rajouter une dernière chose? Non, non, vas-y, je te laisse finir. Non, je te laisse rajouter une dernière chose. Je pars du principe, à titre personnel, que c'est en oubliant les erreurs du passé que nous sommes sûrs de les recommettre à l'avenir. Et mon but en tant que passionné d'histoire, alors malheureusement je ne suis pas historien, ou heureusement, ça dépend du contexte, je suis déterminé à parler de tout un ensemble de sujets oubliés, de personnages oubliés, de choses enfin, pas forcément oubliées, mais peu connues, peu racontées. Tu viens de te lancer dans ta chaîne YouTube. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que avant qu'on se connaisse, on s'est connus sur un groupe Facebook d'histoire, justement, donc passionné d'histoire, et que tu demandais, tu voulais te lancer justement dans un truc historien, et puis moi je t'ai proposé de venir faire un épisode avec moi dans mon podcast, Raconte-moi son histoire, et tu m'as répondu que c'était une bonne idée, et puis on s'est lancé, ça fait déjà quelques mois qu'on prépare ça. Et, Ouais. et je suis heureux, et je vais te laisser présenter ta chaîne YouTube dans laquelle tu viens de te lancer, Les Sujets Oubliés. Je te remercie. Alors, en effet, en tant que passionné d'histoire, j'avais rêvé de faire de ma passion mon métier. Malheureusement, bon, ce n'est pas possible. Et j'ai décidé de me rattraper en créant ma propre chaîne YouTube que j'ai nommée justement Les Sujets Oubliés. À travers les sujets oubliés, je traite de sujets peu connus, voire oubliés. Les 2 premières vidéos traitaient de sujets extrêmement peu connus, mais d'une réelle importance à caractère historique, et surtout dans le déclenchement d'événements extrêmement connus. La première concerne une affaire qui s'est justement passée en Allemagne à la fin des années 30, l'affaire Blumberg-Fritsch, et le sujet suivant, qui est apparu récemment, lui concerne un sujet un peu plus brûlant, mais je vous laisserai le loisir d'aller les visionner vous-même si vous y êtes intéressé. Le but des sujets oubliés, c'est avant tout le devoir de mémoire.
car avant tout, avant d'être un amateur youtubeur, je suis également un reconstituteur. Je participe à des reconstitutions historiques, à thème historique, au sein de mon groupe, le RSH 44, et en tant que passionné, nous avons un sérieux devoir de mémoire que nous devons respecter et honorer. C'est ça le but en tant que passionné, c'est de perdurer le devoir de mémoire. Car aujourd'hui, malheureusement, de moins en moins de personnes s'intéressent à l'histoire et c'est dommage car ils ne se rendent pas compte à quel point c'est important. Tout ce qui se passe aujourd'hui ne sont que les résultats d'événements qui sont arrivés hier. Et je vous invite tous à suivre, à vous intéresser et à poursuivre ces recherches dans le domaine de l'histoire. Si, il y a quand même des gens de plus en plus qui reviennent sur l'histoire, qui apprécient ça, notamment grâce à certains youtubeurs très connus qui parlent d'histoire, et ça anime les gens à revenir. Donc, c'est une bonne chose. Et puis, tu parlais de ton clan, enfin là où vous faites des reconstitutions, est-ce que c'est visitable au public? Tout à fait. Notre association de représentation de scènes historiques participe à de nombreux événements à l'année concernant des reconstitutions de batailles ou de libérations. Pour te donner un exemple, chaque année, nous participons à la commémoration du débarquement en Normandie. Cette année encore, nous avons participé au 80e anniversaire. La particularité de notre groupe, c'est que nous sommes un groupe d'Allemands. Nous reconstituons en tant que soldats allemands. Alors, ce n'est pas par apologie, c'est pour offrir une nouvelle vue au public. Et de plus en plus de personnes aiment l'idée, enfin, aiment, ils acceptent l'idée de voir de l'allemand. Parce que bon, voir toujours la même chose, c'est bien, mais ils ont besoin de changement. L'histoire doit être vue dans son ensemble et non pas de manière sélective. As-tu quelque chose à rajouter? Veux-tu rajouter quelque chose à la fin pour clôturer cet épisode? Je tiens tout d'abord à te remercier. Déjà, de m'avoir contacté et de m'avoir offert cette opportunité. Je pense que si nous pouvons travailler ensemble, nous pourrons offrir un grand enseignement à de nombreuses personnes. Il y a encore énormément de sujets à traiter, de personnes à voir, à étudier, d'événements peu connus à faire renaître et je pense que, en travaillant ensemble, on peut arriver à énormément de choses. Et encore une fois, je te remercie de m'avoir invité, à réaliser, cet épisode. C'est avec plaisir. De toute façon, j'ai l'intention de recevoir un passionné par mois. Et si vous aussi vous êtes passionné, féru, et que vous avez envie de venir sur l'émission Raconte-moi son histoire, je vous laisse aller sur le site raconte-moi-son-histoire.com. Il y a une petite rubrique pour nous contacter et vous avez juste à envoyer votre sujet oublié, votre sujet inspirant et vous serez, on vous recontactera. Ta chaîne YouTube, j'ai vu que tu commençais, donc tu commences, donc c'est encore, on voit que c'est amateur, mais tu as progressé entre le premier et le second épisode, et je pense que tu vas encore continuer à progresser, et puis s'il faut t'aider à continuer à progresser, on va le faire. Mais ça va être un réel plaisir. Je te dis, ça va être un réel plaisir de travailler avec toi. Ah ouais, bah en tout cas, je te remercie. En tout cas, les férus, je vous dis, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Puis je vous dis à très vite, à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Alors n'hésitez pas à aller vous abonner sur le compte Instagram Rodinho14. Allez voir ces deux vidéos et il va y avoir sûrement une troisième qui va arriver très vite en plus. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis ciao.